Alors, il est temps de prouver les théorèmes qu'on a annoncés. Donc, dans cette vidéo-là, on va d'une part faire des preuves, mais aussi mettre ce théorème qu'on a annoncé, c'est-à-dire que finalement, le triangle de Pascal, c'est juste une limite inductive de mineurs qui sont des produits tensoriels d'une seule matrice, triangle de Pascal modulo P premier, de mettre ce théorème sous la forme justement de ce qu'on attend, c'est-à-dire d'une vraie fractale. C'est-à-dire que cette autosimilarité exprimée par le théorème possède une version fractale, en quelque sorte. Voilà les deux objectifs du moment. Alors, d'abord, donc on part de P premier, et ça, P premier, ça va être important, on va voir pourquoi. Et donc J, qui est une matrice de taille P, un coefficient dans Z sur PZ, c'est-à-dire FP, et on va dire que c'est le mineur principal du, du triangle de Pascal, qu'on peut appeler ici clairement le carré de Pascal. Hein, regardez modulo P. Mais c'est juste le triangle de Pascal tel qu'on le voit habituellement, mais on a mis ça sous la forme d'un carré. Donc, comment on peut interpréter cette matrice J, qui est le mineur principal de taille P, d'accord, de ce triangle de Pascal qu'on voit comme un carré de Pascal, modulo P. Eh bien, ici, donc par convention, J est bordé de 1, c'est-à-dire que la première ligne de J et la première colonne de J, c'est des 1. Alors là, ici, c'est bien de commencer par la ligne 0 jusqu'à la ligne P-1, et pareil pour les colonnes, ça va de 0 à P-1. Comme ça, le coefficient principal IJ, ça va être juste J parmi I plus J. Et ici, une fois qu'on a bordé de 1, ici, la matrice J est complètement définie par la relation que vous connaissez, Pascal, I plus J, J, plus I plus J, J plus 1, c'est I plus J plus 1, J plus 1. Voilà, donc maintenant ce que dit le lemme, c'est que J va avoir des éléments non nuls sur cette partie au-delà de l'antidiagonale supérieure, et ensuite ça va être que des zéros. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose de très difficile. Si on veut le montrer, disons qu'il faut calculer les coefficients J parmi K pour K compris entre 0 et P-1. Donc 0 et P-1, ça va nous donner ces coefficients-là. D'accord? Voilà. Et il faut montrer que ceux-ci sont non nuls, c'est-à-dire que P ne divise pas, non nuls dans FP, voilà, ils sont non nuls dans Z. Maintenant, il ne faut pas qu'ils divisent, faut pas que P divise J parmi K, et P, oui, évidemment, il ne divise pas J parmi K par le lemme d'Euclide, parce qu'il ne divise pas factoriel K, d'accord? Puisque K est strictement plus petit que P. Bon, donc ça, c'est facile. Et ensuite, ici, j'affirme qu'il n'y a que des zéros, d'accord? Donc sur cette diagonale. Donc là maintenant, c'est la diagonale qui correspond à K égale P. Et ça veut dire qu'il faut montrer que PJ, donc J parmi P, mais cette fois-ci, dans la matrice, on n'a pas ces deux éléments extrêmes, qui sont des 1, évidemment. Donc J est strictement compris entre 0 et P, et il faut montrer que P divise ça. Bon, ça, parce que P est premier, encore une fois, le lemme d'Euclide nous l'affirme, parce que ce nombre-là, c'est P, facteur de P-1, jusqu'à P moins J plus 1, et quand on va diviser par factoriel J, on ne va pas, comme J est compris entre 0 et strictement compris entre 0 et P, on ne va pas éliminer le facteur P, et donc ça reste, comme on sait que c'est un entier, ça reste divisible par P. Et donc ça va s'annuler dans FP. Donc, bon, à partir de là, une fois qu'on sait qu'on a des zéros ici, et que l'on a cette relation de récurrence, ici, il est évident qu'on va toujours avoir
des zéros, parce que 0 plus 0, ça fait 0. Voilà, entre parenthèses, je le signale, le fait que sur cette diagonale, il y ait 1, 0, 0, 0 et ici un 1, bah c'est lié au fait que là, on a une relation de Newton dans FP, et x plus y puissance p égale xp plus yp, où on voit les extrêmes 1 et que des zéros entre les deux, et donc c'est lié à ce que beaucoup de gens connaissent comme le morphisme de Frobenius. Hein, voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse, donc que finalement ce lemme sur lequel repose cette structure fractale repose lui-même sur le morphisme de Frobenius. Ça peut être intéressant pour certains. Donc maintenant, on va parler du théorème. Le théorème, bon, je ne vais pas le dire de façon aussi audacieuse que tout à l'heure avec des puissances grand N où N c'est l'ensemble des naturels, mais simplement le mineur principal de taille P puissance petit n, de mon triangle de Pascal modulo P, P premier, bah, c'est la puissance tensorielle de la matrice J qu'on a, la énième puissance tensorielle de la matrice J qu'on a décrite dans le lemme. C'est-à-dire J, tenseur J, etc., n fois, où le produit tensoriel a été défini tout à l'heure de façon assez simple. Oui, alors confondez pas, hein, c'est pas du tout le même objet, en tout cas théorique, hein, la puissance tensorielle de deux matrices et la puissance tensorielle de deux modules, ou ça, parce que des fois la puissance tensorielle, ça fait penser à des choses un peu compliquées, et bon, c'est lié, hein, évidemment, hein, mais la version matricielle est purement combinatoire et ne demande aucun effort intellectuel. Ici, ben, regardons, on veut montrer ça, ben, on le montre par récurrence. Bon, regardons pour n égale 0, ben, évidemment, hein, le mineur de taille 1, c'est 1, et J tensoré 0 fois, ben, c'est 1 aussi, ok. Bon, pour n égale 1, ben, c'est la puissance tensorielle puissance 1, donc c'est encore des choses triviales, donc c'est J, ben oui, puisqu'on a, on a dit que c'était J, le mineur principal de taille P. Donc ça, c'est que des définitions. Maintenant, les choses commencent avec n égale 2. Avec n égale 2, c'est-à-dire, vous voyez, regardez ce qui se passe. Il faut montrer que le mineur principal de taille P2, hein, du triangle de Pascal modulo P, et donc voilà, de taille P2, donc voilà la matrice, ça va être justement J tenseur J. Donc ici, il faut qu'il y ait un J, là, il faut qu'il y ait un J, puisqu'on remplace les 1, hein, juste ici, on remplace le 1 par un J. Voilà, tac, etc., etc. Et maintenant, regardons, donc tout ça, on sait que c'est bordé de 1, donc il faut que pour P2, ce soit bordé de J. Ben oui. Pourquoi? Parce que ici, ben, on sait qu'on a J par récurrence, mais comme on a des zéros, et c'est là où ça va être important, c'est qu'on a que des zéros ici, eh bien, on va avoir... Alors ici, on sait qu'on n'a que des 1, ça c'est par le triangle de Pascal, hein. Voilà. Ici, on va avoir que des 1. Mais ici, comme on a 0 et 1, ici, on va avoir 1. Et comme on a 0 et 1, là, ici, on va avoir 1, etc. jusqu'à 1 ici. Et maintenant, comme on sait, par définition du triangle de Pascal, qu'on n'a que des 1 ici, et comme on vient de voir qu'il y avait une colonne de 1 jusque-là, et bien là, par la récurrence de Pascal, en quelque sorte, eh bien, tout va se construire, on va reconstruire J. Donc, ok, c'est ce que j'ai mis, ok, on va avoir J ici. Donc ça, c'est la matrice J. Bon, c'est symétrique, hein. Donc ici, on aura J, et puis pour les mêmes raisons, voilà. Donc là, c'est J. Donc déjà, on a eu une initialisation, c'est-à-dire que J, c'est bien bordé de P, le mineur principal de taille P2, est bien bordé ici de J et là de J. Maintenant, pour montrer que c'est bien le produit tensoriel, eh bien, en fait, vous pouvez vous convaincre facilement qu'il suffit de montrer que quand on a
dans le triangle de Pascal, à l'intérieur de J, quand on a deux entiers R et S qui sont situés comme ça, hein, donc lui en cette position et lui en cette position, eh bien, ça donne forcément R plus S, d'après la règle de Pascal. Eh bien, c'est la même chose au niveau des J. C'est-à-dire, si on a la matrice RJ et SJ, alors on a la matrice, tout en se servant de cette récurrence de Pascal. Alors ici, on a la matrice R plus SJ. Et en fait, tout le secret de l'autosimilarité modulo P du triangle de Pascal, c'est là que ça se passe. Et c'est pas difficile. En fait, donc ici, c'est bordé de J, donc ça c'était l'initialisation, et ça c'est pour la récurrence. Alors effectivement, si vous avez R fois J, ça revient à avoir une ligne de R, une colonne de R, première ligne de R, première colonne de R, et ensuite de faire la récurrence de Pascal. Ça, vous voyez bien que par linéarité de cette récurrence, vous allez obtenir la matrice RJ. De la même manière, ici, vous avez la matrice SJ, donc j'essaie de les délimiter, hein, ces matrices. Voilà RJ et SJ. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, ici, vous allez avoir R plus S, d'après la récurrence de Pascal. Vous avez R plus S ici. Mais maintenant, forcément, comme vous avez R plus S est 0, ben ici, vous avez R plus S est 0, R plus S, etc. Et vous allez avoir R plus S ici, jusqu'ici. Et là, pareil. Et à partir du moment où vous avez bordé ici par une ligne tronquée, hein, une ligne quand même, de R plus S et une première colonne de R plus S, et bien là, il n'y a plus qu'à appliquer la récurrence de Pascal pour obtenir forcément la matrice R plus S fois J. Donc, ça passe à ce niveau-là. Et le secret de ça, pour l'instant, on ne s'est pas encore servi que ces choses-là étaient non nulles, mais par contre, on s'est servi du fait que ces choses-là sont nulles, surtout ça et ça. Voilà. De toute façon, c'est symétrique. C'est des matrices symétriques. Voilà. Donc là, ça y est, la preuve, la preuve est terminée. Sauf, vous allez me dire, on est passé à la taille 2. Bah oui, mais quitte à remplacer J par J tenseur 2 fois, on passe à la taille P3. Hein. D'accord. Ben oui, c'est évident. Le tout, hein, c'est que vous voyez que J tensorisé 2 fois va bien être une matrice, donc vous remplacez J par ça, hein, d'accord, pour obtenir le deuxième stade, et vous allez faire la même chose avec les matrices R, J tensorisé 2 fois, et le plus important, c'est qu'elle soit bordée de 0, et ça vous le vérifiez très très facilement, ce soit bordé ici de 0 là et là. Voilà. Autre chose, c'est là qu'on voit, donc c'est une petite remarque, quand même que je mets là, c'est là qu'on voit, donc à travers cette importance de cette bordure de 0 ici, hein, donc ce qui est important, c'est d'abord cette bordure de 1, qui elle, arrive à la définir en tant que définition, mais cette bordure de 0 qui est liée quand même au morphisme de Frobenius, à cause de ça, on ne va pas pouvoir généraliser ce résultat si on remplace P par P puissance K, et ici, on regarde J dans M P puissance K de Z sur P puissance K Z. On aimerait bien, mais c'est faux, parce que, regardez, si vous prenez P, R, qu'est-ce que j'avais pris? J, là, ici, et on s'était servi du fait que P divisait ça quand J est strictement compris entre 0 et P, donc ici on prend J compris entre 0 et P puissance R, et on voudrait que P puissance R divise ceci pour avoir l'équivalent, hein, du Frobenius. Eh bien non, c'est faux. Si vous prenez J égale P,
prenez par exemple ici P carré, donc avec P égale 2, c'est-à-dire 4. Ben, vous allez avoir effectivement le fameux 1, 4, 6, 4, 1 à la quatrième ligne. Et là, vous avez votre deuxième élément là, qui n'est pas divisible par 4. Voilà. Ce qui fait que finalement, on ne peut pas généraliser ceci à P puissance R. En général, P puissance R ne divise pas P puissance P parmi P puissance R, hein, donc pour J égale P. Ce qui va faire que dans cette matrice, si on regardait un P puissance R, on aurait des zéros, mais au moment des multiples de P, on n'aurait plus de zéros. Voilà. Donc cette structure fractale demande des améliorations, demande des précisions quand on regarde les choses modulo P puissance R. Donc je ne vous dis pas modulo N, mais en fait l'obstruction vient de là. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un peu vraiment transformer cette autosimilarité-là en une vraie structure fractale géométrique telle qu'on l'entend.